un plan en deux parties assez simple, les instruments, les objectifs. Allez-y. Merci beaucoup. Oui, alors ce qui m'a été demandé, c'est de mettre en perspective effectivement les instruments de l'action publique et leur déclinaison. Probablement, vous retrouverez des sujets que vous avez déjà eu en exposé ou vous avez vu par votre travail d'approfondissement. Il y aura donc sûrement quelques redites et j'aurai aussi, faute de temps, sûrement quelques impasses ou ceux qu'on ne pourra pas approfondir, mais qu'on pourra voir éventuellement dans les questions. En fonction du temps, je suis évidemment à disposition. Alors, donc, deux parties. Une qui va être un peu théorique, mais peut-être pour illustrer la diversité des instruments de l'action publique, et la deuxième sur un peu quelles sont les échelles de l'action publique et la cohérence. Alors, il y a de nombreux instruments de l'action publique. En général, on essaie de ranger, faciliter la présentation en catégories. Il y a évidemment, on commencera par là, la réglementation, mais vous avez d'autres systèmes pour amener à progresser. J'évoquerai ce qu'on appelle les permis d'émission. Vous avez, c'est un sujet important évidemment, la fiscalité. Vous avez les subventions et actions d'accompagnement. Puis vous avez un peu tout ce qui peut être transversal, la sensibilisation, l'information, aussi des modes d'action contractuels. Et puis évidemment, on découpe un peu, mais souvent, je le dirais sur un ou deux exemples, tout ça se combine. Il n'y a pas un instrument qui règle tout. Il y en a qui sont plus ou moins adaptés à certains sujets. Mais... Alors, je commence par la réglementation, toujours avec quelques exemples. La réglementation est un outil qu'un gouvernement à diverses échelles, peut être l'Europe, ça peut être chaque État membre de l'Europe, ça peut être aussi au niveau local, pour édicter des orientations en interdisant certaines pratiques ou fixant des seuils de performance. Alors, les deux premiers exemples, c'est des choses qui marchent assez bien, même si évidemment il y a ensuite beaucoup de détails et tout, c'est réglementer un certain nombre d'objets neufs. Donc on a par exemple au niveau européen la réglementation qui encadre les émissions de CO2 des véhicules neufs. Ça, les premières ont commencé début des années 2000 sur les véhicules légers. Il y en a une aussi maintenant depuis l'année dernière sur les poids lourds et on fixe des objectifs de réduction d'émissions des véhicules vendus chaque année. Alors c'est européen, ce qui permet que ça se déploie mieux, et aussi parce que c'est obligé d'être européen d'une certaine manière, parce que la règle c'est qu'une voiture vendue en France doit pouvoir rouler en Allemagne et réciproquement. Donc c'est la bonne échelle. Il y a d'autres réglementations qui sont très pratiquées, c'est la réglementation des bâtiments neufs. Que ce soit bâtiments d'habitation ou bâtiments collectifs type bureau, ce qu'on appelle les réglementations thermiques, c'est les exigences de performance énergétique des bâtiments. C'est là plutôt des réglementations nationales. C'est pour le coup un bâtiment ne se déplaçant pas, chaque pays fixe ses normes, ça les adapte aussi à son contexte climatique, etc. Sur le sujet du bâtiment, on voit d'ailleurs à la fois la portée, les limites des réglementations. La réglementation peut aussi s'adresser à ce qui existe. Mais évidemment, c'est plus facile de dire à un bâtiment neuf qu'il doit être comme ça que de dire ce bâtiment-là, ici, doit améliorer sa performance énergétique. Néanmoins, ça existe aussi, puisque par exemple, cette année a été pris un décret d'application de loi qui dit que ce qu'on appelle les bâtiments tertiaires, donc les bureaux, les magasins, etc., doivent améliorer leur performance, par exemple en énergie consommée, de 40% d'ici 2030. Donc la réglementation ne concerne pas que le neuf, elle peut aussi donner des axes de points. On peut aussi avoir des orientations, des réglementations sur lesquelles les autorités locales ont la main, comme par exemple la gestion de la circulation par rapport à des véhicules moins polluants. Alors, il y a bien d'autres instruments qui peuvent être d'appréhension plus complexe, mais aussi peut-être pour toucher des sujets plus complexes, mais qui passent aussi à un moment par l'imposition d'un progrès. Vous avez dû sûrement déjà entendre parler de ce qu'on appelle les permis d'émission. Là, c'est une réglementation européenne, mais qui ne dit pas « vous devez être comme ça », qui dit que pour un certain nombre d'industries,
au niveau européen, on encadre les tonnes de CO2 que doivent émettre ces industries, et chaque année, en gros, le total diminue, et vous avez le choix, quand vous êtes une industrie, de réduire, on va dire, bien. Par contre, si vous ne réduisez pas, vous êtes obligé d'aller acheter les quotas d'émissions. Et ceux qui ont réduit plus, eux, vont vous les vendre et donc se retrouver avantagés. Donc, en diminuant progressivement ce qu'on appelle le nombre de quotas, c'est-à-dire c'est en fait des tonnes de CO2 que peuvent émettre les industries, on les amène globalement à réduire. Et là aussi, c'est européen, parce qu'il faut assurer une égalité de concurrence et un progrès global sur toute l'Europe. Alors, dans les politiques environnementales et pas que pour le climat, et ce dans tous les pays, il y a toujours des débats et des politiques dites de fiscalité environnementale reliées au principe pollueur-payeur. Le principe pollueur-payeur dit que les frais résultant de mesures de prévention, réduction de la pollution et lutte contre celle-ci doivent être supportés par le pollueur. D'une certaine façon, ça passe par la réglementation, on est obligé de dépolluer ses rejets, etc. Mais on peut aussi avoir des choix de politique qui conduisent à intégrer, via des taxes dans les prix, le coût des dommages liés à une pollution. Et évidemment, là aussi, ça incite les acteurs à polluer moins. Alors, ces taxes, je reviendrai sur la taxe carbone, qui est un des éléments bien connus du débat, mais la fiscalité environnementale en France, mais dans tous les pays, ne concerne pas que l'énergie et le CO2. Vous avez des taxes sur la mise en décharge de déchets, vous avez aussi sur l'eau, par exemple, les gens qui émettent des rejets polluants dans l'eau ou qui font des prélèvements d'eau, payent de ce qu'on appelle des redevances à des établissements publics qui sont les agences de l'eau, et ces agences d'ailleurs réutilisent l'argent pour aider ceux qui dépolluent. En France, la fiscalité environnementale, si je ne me trompe pas, est autour de 80% basée sur l'énergie, mais donc il y a d'autres polluants qui sont taxés. En global, une partie de l'ordre de 3/4 vont dans des budgets, ce qu'on appelle budgets généraux, 40% va dans le budget général de l'État, 30% aux collectivités territoriales, et un peu plus de 25% va dans d'autres circuits, par exemple, qui sont plutôt des circuits d'affectation. Payer les taxes sur l'eau, elles vont dans le système qui aide à dépolluer l'eau. De même, il y en a aussi sur les déchets. Alors, sur spécifiquement la fiscalité carbone, un petit élément d'historique, c'est un sujet qui avait été posé sur la table il y a plus de 10 ans, au moment des débats de ce qu'on avait appelé en 2008 le Grenelle de l'environnement, qui avait proposé de mettre en place une première étape ce qu'on appelait une contribution climat-énergie, qui était de 17 € par tonne de CO2 émis sur un certain nombre de produits énergétiques, les carburants, le gaz naturel, etc., avec l'idée qu'elle était redistribuée intégralement aux ménages. Elle représentait à l'époque 17 € par tonne, soit environ 4 centimes par litre de carburant. Pour diverses raisons juridiques, le Conseil constitutionnel l'avait annulée. Elle a été réintroduite quelques années après dans les lois de finances, avec une trajectoire qui commençait à 7 € la tonne, donc moins de 2 centimes par litre, et ainsi de suite. Et ensuite, la loi de finances de 2017 l'a amené jusqu'à 45 € la tonne de carbone en 2018. La loi fixait par ailleurs un objectif de 100 € la tonne en 2030. L'idée étant la taxe allant croissant progressivement, ça amenait à faire des progrès, à réduire la consommation de carburant, de combustible. Les débats l'année dernière, suite aux protestations émises, entre autres dans le mouvement des Gilets jaunes, ont amené le gouvernement à stabiliser. Donc en fait, en 2019, l'augmentation prévue à 55 € la tonne n'a pas été votée. La taxe aujourd'hui est restée à 44,6 € la tonne. Donc c'était cet élément d'historique. La transition, la réduction des émissions de gaz à effet de serre passe par des investissements qui nécessitent aussi, ne se font pas que grâce à la réglementation ou grâce à la fiscalité. À un moment, il faut si vous me permettez de dire, amorcer la pompe quand vraiment on est au démarrage d'une dynamique.
c'est une des raisons des subventions. La deuxième est d'accompagner les acteurs, que ce soit les particuliers, ménages, les entreprises de toute nature, pour qui c'est le plus difficile. Je commencerai par commenter le graphe de droite établi par l'Institut I4CE, qui peut-être d'ailleurs est intervenu ou interviendra. Est intervenu et interviendra. Donc I4CE, qui fait de nombreux travaux, a estimé qu'on était autour d'une grosse trentaine de milliards d'euros d'investissement pour le climat par an sur les périodes récentes, et qu'en gros il fallait passer sur la période 2019-2023 pour atteindre les objectifs à quelque chose comme 50 milliards par an, et quelque chose comme autour de 70 dans la période 2024. Donc on multiplie par 1,5 au début, puis plutôt par 2,5. Donc il y a un besoin d'accélération. Il faut savoir qu'une partie évidemment, et je vais montrer quelques exemples, des investissements, ce peuvent être des investissements publics directs ou de l'accompagnement aux ménages ou aux entreprises par des subventions, des prêts, etc. Alors là, à la fois c'est partiel et déjà un peu dense comme diapositive, mais dire qu'on a déjà un certain nombre d'outils relativement massifs qui travaillent sur des dynamiques, des soutiens aux énergies renouvelables, électricité, biogaz, production de chaleur renouvelable comme les chaudières à bois qui alimentent le réseau de chaleur, ou la géothermie. C'est selon les années entre 5 et 6 milliards d'euros. Sur les logements, les aides à la rénovation prennent diverses formes. Il y a des aides accessibles à tout le monde comme les crédits d'impôt, et d'autres comme les aides de l'Agence nationale de l'amélioration de l'habitat, qui sont réservées en gros à 50% des ménages, les ménages les plus modestes. Il y a aussi des prêts. Ça représente un effort de l'État de 1,7 milliard d'euros, avec souvent, mais là c'est difficile d'avoir le chiffre parce qu'il y a des politiques très diverses, des compléments par les collectivités locales qui ont des politiques. La mobilité aussi fait l'objet d'interventions de l'État, avec le bonus automobile qui aide depuis une dizaine d'années à l'achat de véhicules propres, et maintenant focalisé sur les véhicules électriques, et la prime à la conversion qui permet de changer un vieux véhicule qui a en gros 15 ou 20 ans pour un véhicule moins polluant. C'est un budget pour l'État de 800 millions d'euros. Et puis, il y a des aides plus, on va dire, pour compenser entre autres le poids des factures énergétiques et leur évolution. C'est ce qu'on appelle le chèque énergie, qui va aux 6 millions de ménages les plus modestes pour le paiement des factures d'énergie. Pour être sûr d'avoir bien compris, tout ce que vous présentez sur cette diapo-là, dans les dernières années, ça pesait 30 milliards d'euros par an à peu près. Alors, 30 milliards, on parlait d'investissements. Les investissements ne sont pas couverts à 100% par des subventions. Mais effectivement, on est sur de l'ordre de quelque chose qui est, on va dire, dans des ordres de grandeur entre 30 et 40, qui passe à plus de 50, etc. Sachant qu'il est parfois difficile de dire c'est quoi un investissement pour le climat. Hein. Il y a des choses, c'est très clair. Si vous faites une rénovation énergétique, oui, ça compte clairement. Voilà. Mais il faut retenir ces ordres de grandeur et dire tout n'est pas couvert par des subventions, bien entendu. Quand des obligations réglementaires amènent à rénover des bâtiments, des entreprises ou des collectivités, l'État ne couvre pas à 100%, l'État ou les autres collectivités. Mais c'est pour illustrer la palette et pourquoi on le fait, ceci. Alors, bien entendu, l'action, c'est un ensemble. On essaye aussi de travailler sur des actions un peu concertées et globales entre les acteurs. Il y a par exemple entre l'État et diverses branches industrielles des contrats stratégiques de filière, avec la filière automobile, avec la filière énergétique, pour développer des actions de recherche, développer des nouvelles technologies, les déployer. De même, l'État peut soutenir, il y a eu divers dispositifs, actuellement il s'appelle contrat de transition écologique, des projets de transition portés par les collectivités. Et puis, il y a évidemment, c'est un ensemble, comme pour toute politique publique, cela n'est pas spécifique, mais il y a la question de la communication, la question aussi de la réglementation de la publicité. Il y a d'ores et déjà, il y aura par exemple dans la loi d'orientation des mobilités,
des obligations quand on fera des publicités pour certains modes de transport, d'avoir des messages rappelant que on peut avoir des modes de transport moins polluants que d'autres. Il y a la question des programmes scolaires, il y a aussi la formation supérieure, il y a aussi évidemment beaucoup d'informations sur l'impact climatique de ce qu'on fait, ou aussi à faire sur comment on peut résoudre et soi-même être acteur. Il n'y a rien de plus difficile dans le genre que de rénover énergétiquement sa maison si on n'est pas un expert. Donc on déploie des réseaux d'information qui peuvent vous permettre, c'est souvent des partenariats État-collectivité, que vous ayez recours à des conseils et à des diagnostics pour être orienté, parce que c'est pas... oui, pardon. Alors, ce que je voudrais dire pour finir sur ces leviers dont le panorama là a été brossé un peu vite, c'est que ma conviction profonde, c'est qu'il y a à la fois des outils qui marchent mieux pour certains sujets que pour d'autres. Pour règlement. Mais j'ai cité le cas, c'est sur les automobiles, c'est très bien ou les poids lourds, qu'il y ait des réglementations européennes qui disent voilà, tout ce qui doit être vendu à partir de telle date doit progresser, etc. Ça marche bien. Mais ça ne suffit pas pour développer, entre autres, le véhicule électrique, mais je pourrais aussi dire le poids lourd à gaz naturel qui consomme moins. Vous ne pouvez pas vous contenter de dire on doit en vendre, les constructeurs doivent vendre. Il faut que, au moins au début, vous ayez des aides à l'achat parce comme ils s'en vendent moins, ils sont plus chers que les autres. Vous devez aussi avoir une politique qui crée des bornes de recharge de véhicules électriques. Alors l'État ne va pas aller les mettre, on n'est pas à l'époque où l'État fait des bornes de véhicules électriques, mais il y a des incitations, on est même obligé par exemple de régler le droit de chacun, quand on est dans une collectivité, à pouvoir installer une copropriété, une borne de recharge. Donc il faut aussi créer des conditions. Ça, je veux dire, à la fois, je suis persuadé que sur les automobiles, si vous n'avez pas une réglementation qui dit la performance de ce qui est vendu doit s'améliorer, ça n'avancera pas, mais ça ne suffit pas. Donc voilà, il faut combiner. Je peux dire sur la rénovation des logements ou des bâtiments, il faut avoir des réglementations, il faut des aides financières, mais ça ne suffit pas parce que l'acte est compliqué s'il n'y a pas un réseau de conseils, de formation pour que tout ça progresse au niveau de la qualité des travaux, ça ne marche pas non plus. Donc 5 grandes familles d'instruments qui ne fonctionnent que s'ils sont combinés les uns avec les autres. Les normes, les permis d'émission, ça c'est plutôt pour l'industrie et les gros producteurs, je dirais, de gaz. La fiscalité qui concerne tout le monde. Les contrats et la sensibilisation. Donc les contrats, c'est plutôt là aussi et l'accompagnement. Voilà. Alors, sachant, la fiscalité peut concerner tout le monde. On pourra en répondre à l'élection. Il y a des niveaux de fiscalité différents en fonction à la fois des polluants concernés, mais aussi des catégories. C'est des grands débats. Il y a des exemptions pour les secteurs ou des réductions de fiscalité pour certains secteurs économiques par rapport à la concurrence européenne ou internationale. Mais quel est le bon niveau d'exonération? Tout ça, c'est aussi un débat compliqué. Alors, après les instruments, les objectifs. Tout ça pour atteindre quel objectif? Alors, pour aller du général au presque particulier, mais des niveaux d'action qui s'imbriquent, je voudrais dire un mot pour commencer de l'Union européenne, car nos actions s'inscrivent dans celles de l'Union européenne, et donc entre autres l'accord de Paris, cet accord universel. L'Union européenne, et la France par là même, a pris un engagement de réduction de ses émissions de gaz à effet de serre, et elle a d'ailleurs même en préparation à cet engagement élaboré sur le principe, puis ensuite vraiment dans le détail, ce qu'on a appelé le cadre énergie-climat 2030, dans laquelle on a décidé au niveau européen de réduire de 40% les émissions de gaz à effet de serre sur toute l'Europe de 1990 à 2030. Pour cela, on a eu en fait 2 instruments. Pour l'industrie et l'aviation, donc cette grande régulation européenne en faisant diminuer le nombre de quotas. L'industrie et l'aviation, c'est concerné par ces quotas, c'est 45% des émissions au niveau européen. En France, c'est plutôt 20% du total. Quand vous dites aviation, c'est les compagnies aériennes et les constructeurs, donc Airbus en Europe, ou est-ce que c'est uniquement... Non, alors pardon, l'aviation, c'est pour les vols intra-européens. C'est les émissions liées aux vols intra-européens. Il y a 55%, et ça, donc, il n'y a pas un objectif pour la France ou pour la Pologne ou l'Allemagne de réduire ses émissions dans l'industrie d'autant. Il y a un objectif européen qui s'applique, et une orientation qui s'applique à toutes les émissions industrielles. Et après, il y a le reste qui est transport, bâtiment, agriculture, déchets.
qui représente en Europe 55% des émissions, sur la France plutôt 75-80%. Là, il y a un objectif pour chaque pays pour que la somme des objectifs de chacun permette d'atteindre l'objectif européen global. Et l'objectif de la France, là, sur ce paquet-là, il est de combien, vous l'avez Il était de moins 37, moins 38 de mémoire. D'accord. Mais la loi de 2015 nous a fixé un moins 40. Le Parlement, à l'époque, dit qu'on visait de faire un tout petit peu plus que la déclinaison de notre objectif européen. D'accord, ça tombe bien parce que c'est aussi l'objectif de ces messieurs-dames qui sont Alors, devant nous. juste avant de quitter l'Europe, dire que vous avez dû le voir dans vos travaux, il y a actuellement un débat lié à un débat de la mise en œuvre de l'accord de Paris au niveau mondial, où les pays doivent, au niveau mondial, revenir, Laurence Tubianati connaît bien mieux cet accord que moi, en 2020, pour faire une révision de leur ambition. Tous les pays doivent déclarer ça à la Commission des Nations Unies sur le changement climatique, et l'Europe travaille actuellement de savoir si elle va proposer combien, moins 45, moins 50, moins 51, le débat est posé, mais rien n'est aujourd'hui décidé au niveau européen. Si j'avais un pronostic à faire, je dirais que ça sera de toute façon plus que moins 40%. On n'ira plus. Et vous pensez que c'est une décision qui peut se prendre à brève échéance, ça ? Normalement, on doit rendre compte au plus tard à la COP, à la conférence des parties de fin 2020. Donc, c'est une discussion européenne des prochaines semaines et prochains mois qui a en fait commencé depuis longtemps, mais qui n'est pas conclusive. Alors, donc ensuite, chaque pays met en œuvre des politiques. D'ailleurs, l'Union européenne nous demande de rendre compte de nos politiques. Les politiques que je vous présente, que vous avez je crois, déjà évoquées lors de la précédente session, ce qu'on appelait la stratégie nationale bas carbone ou la programmation pluriannuelle de l'énergie, nous avons dû les communiquer dans leur version projet à la Commission européenne. Chaque pays en a fait de même. Donc on a à la fois des objectifs et des stratégies. Nos grands objectifs datent de la loi sur la transition écologique et la croissance verte de 2015, du plan climat de juillet 2017, et puis une loi sur l'énergie et le climat qui a été discutée à l'été sera publiée mi-novembre, je pense. Elle fait l'objet actuellement du dernier examen au Conseil constitutionnel. Précisera cela, apportera quelques évolutions. Alors, juste dire, probablement quelques redites par rapport à ce que vous avez vu, mais une diminution quand même sensible entre 2018 et 1990 à un peu moins de 20% des émissions, mais par rapport aux objectifs qu'on s'était fixés après la loi de 2015 sur ce qu'on avait appelé le budget carbone, donc c'est des objectifs qu'on se fixe par période de 4 ou 5 ans, on s'était fixé 2015-2018, on est légèrement au-dessus, 4%, et plus globalement par rapport aux objectifs 2030, il faut qu'on augmente notre rythme annuel de réduction des émissions qui est de 4 millions, on diminue en moyenne de 4 millions de tonnes par an, il faut plutôt passer à 10 par an pour atteindre 2030. Donc c'est pas si simple, et c'est une ampleur. Dire aussi où on en est, vous avez donc le concept des émissions, mais aussi le concept de l'empreinte carbone, qui est nos émissions, moins les émissions de ce qu'on exporte, plus une estimation des émissions de ce que l'on importe. C'est parfois un peu compliqué de calculer, il faut savoir d'où viennent les produits. Cette empreinte carbone par personne était de 10,5 tonnes, elle est montée jusqu'à un peu moins de 12, elle est redescendue à 11,2, mais parce que globalement on consomme plus, qu'on a aussi peut-être un peu une partie de la production qui est faite à l'étranger, la part importée a augmenté. Ça pose des questions, comment peut-on, par des modes de consommation peut-être plus sobres et de la relocalisation industrielle, importer moins, tout en continuant à réduire nos émissions. Évidemment, si chaque pays aussi réduit ses propres émissions, c'est l'objectif de l'accord de Paris, notre empreinte carbone diminuera. Mais c'est aussi un des objectifs des politiques. Donc en clair, sur ce schéma, ce qu'on voit, c'est qu'on fait mieux sur les émissions territoriales, c'est-à-dire les émissions produites ici en France, sur le territoire français, entre 1995 et 2017, puisqu'on passe de 9 à 6, 7 tonnes, à 9 à 7. 7 tonnes. Mais par contre, on fait moins bien en ce qui concerne les émissions importées, c'est-à-dire qui sont liées à nos importations, au fait qu'on produit peut-être un peu moins ici, mais qu'on importe aussi plus de télé, d'iPhone, de jeans et ce genre de choses. Alors, donc, on a...
Là, on est sur France globale. France globale. France globale, ouais. Territoire français. France globale. Alors, donc, on a principalement deux outils de politique publique que je vais vous exposer. Je crois que c'était Michel Badré et d'autres qui avaient présenté, peut-être Patrick Riquet aussi, le concept de la stratégie nationale bas carbone. On est dans une révision approfondissement et il faut qu'on ait tout bien compris aujourd'hui. Mais donc, la stratégie nationale bas carbone créée par la loi de 2015, c'est un document que l'État doit réviser tous les 5 ans, qui donne à la fois les objectifs court moyen terme sur une période de 15 ans. On se fixe par 3 périodes de 5 ans, c'est un peu les marges d'escalier que vous voyez là, les objectifs de réduction, mais on se fixe aussi l'objectif 2050, ce qu'on appelle maintenant la neutralité carbone. C'est-à-dire qu'on émet certes un peu en 2050, mais on compense parce qu'on absorbe par les forêts, les sols et d'autres moyens de captation. Et ça définit des orientations politiques pour atteindre les objectifs, ensuite à décliner. La première a été adoptée fin 2015, la deuxième est en révision depuis début 2018, même mi-2017. Un projet a été publié fin 2018 après concertation. Maintenant, il y a des consultations officielles, l'idée étant évidemment d'avancer. Et l'idée, c'est tous les 5 ans, on la révise et on rajoute une période de 5 ans. Donc là, aujourd'hui, les objectifs vont jusqu'à 2028. Dans le prochain, on va jusqu'à 2033, etc. Pardon, ce qu'on voit sur ce schéma, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, c'est la petite partie, le petit rectangle rouge en haut de la première marche de l'escalier, c'est ce que nous aurions dû faire sur la période 2015-2018 et que nous n'avons pas fait. On n'a pas baissé assez. On n'a pas suffisamment baissé. Et donc ça veut dire que ça se reporte sur les marches suivantes. Il faut que les marches suivantes baissent d'autant plus qu'on n'a pas baissé la première. Dans l'idéal, il faut en plus rattraper. Mais il faut, pour arriver à l'objectif 2030 puis 2050. Et donc, j'ai oublié de commenter le pointillé illustratif, mais j'ai dit qu'il faut augmenter le rythme par 2,5. Le pointillé, s'il n'y avait pas de nouvelles mesures, alors évidemment c'est difficile de projeter jusqu'à 2050, mais ça continuerait à baisser, mais vous voyez qu'on est encore loin d'atteindre le point bleu en bas. Le pointillé, c'est ce qui se passera si on ne faisait rien d'autre que ce qu'on fait cette année. Oui, il y a un certain nombre de mesures aujourd'hui qui existent, qui naturellement, par l'amélioration des techniques, le rythme de la rénovation de bâtiments et autres, vont amener des réductions, mais pas assez vite. Alors, un mot pour illustrer ces politiques, un mot un peu général et ensuite un petit zoom sur 2 secteurs, même si vous avez dans le document tous les secteurs, on pourra ensuite éventuellement, s'il y a le temps, répondre aux questions. Sur le long terme, sur la neutralité carbone, c'est un peu faire une combinaison de 4 leviers. Il faut que toute l'énergie que l'on va consommer soit sans énergie fossile. Donc soit de la biomasse, de la chaleur renouvelable par la géothermie ou le solaire thermique, ou de l'électricité décarbonée qui peut être soit d'origine renouvelable, éolien, solaire, etc., ou nucléaire. Mais il faut aussi qu'on en consomme le moins possible, parce que si on en consomme trop, à un moment on va avoir du mal à la produire, cette énergie décarbonée, et on risque de devoir recourir à des fossiles. Et donc ça passe par ce qu'on appelle la sobriété et l'efficacité énergétique. Il faut qu'on arrive aussi, les émissions de carbone ne sont pas liées qu'à l'énergie, il y a des émissions agricoles liées aux engrais, liées à l'élevage, il y a aussi des procédés industriels qui émettent du CO2, il faut les réduire aussi beaucoup. Et puis on doit aussi faire monter l'absorption de carbone par ce qu'on appelle le puits de carbone, c'est principalement la forêt, ça peut être les prairies et les sols agricoles, ou aussi par la construction en bois, c'est un moyen de capter du carbone. Et puis il peut y avoir aussi des technologies, mais qui sont aujourd'hui au stade de la R&D, où on trouve dans les grosses industries, on pourrait capter le carbone et le stocker ou l'utiliser. C'est ce qu'on voyait d'ailleurs dans le graphique précédent, où on voit que la partie verte tout en bas augmente assez fortement d'ici 2050. C'est-à-dire que oui, il faut passer de l'ordre de 40... On émet autour de 420-450 millions de tonnes selon les variations climatiques et les années, et on en capte autour de 40-50. Il faut passer plutôt à 70-80. Donc il faut augmenter ce puits de carbone, donc il faut capter plus. Alors, la stratégie, mais c'est là que le temps va aussi me manquer, mais et je veux juste l'illustrer, elle comprend à la fois des orientations sectorielles
sur tous les secteurs économiques, mais aussi des orientations sur la transversale, sur la recherche, les politiques d'emploi et de formation, d'urbanisme, les politiques économiques. Alors, toujours dans l'avalanche des chiffres, ce qu'on a chiffré dans la stratégie pour illustrer les efforts, c'est on s'est mis 2 horizons, l'horizon 2030, qui correspond au moins 40%, et l'horizon de 2050, avec des secteurs qui, par exemple, les bâtiments, on pense qu'il y a un gros potentiel pour aller assez vite avant de tendre le zéro émission. Les transports, c'est plus dur, donc le bâtiment, on va faire comme ça, alors que les transports, on fera comme ça et ensuite comme ça. Donc moins 31% seulement 2030, mais ce qui représenterait une énorme rupture par rapport aux dernières tendances. Le bâtiment a déjà, lui, tendance à baisser grâce à la rénovation, alors que les transports, on commence à amorcer des baisses seulement. Je ne peux pas tous les commenter, mais je voudrais aussi dire un mot sur les déchets. Si vous avez à terme moins 66% d'émissions, ça c'est le traitement des déchets des eaux usées qui génèrent des déchets en baisse de 2/3. Mais il faut savoir que les politiques où on produit moins de déchets, où on les recycle, économisent du CO2. 1 tonne de plastique recyclé comparé à 1 tonne de plastique produit à partir de matières neuves, c'est de mémoire 2,5 tonnes de CO2 évitées. 2,5. Voilà, vous émettez moins. Par exemple, vous consommez aussi moins de matière. Donc, par rapport au sujet de l'empreinte carbone, produire moins de déchets et les recycler gagnera aussi des émissions. Ça, d'une certaine façon, c'est un peu ce tableau-là, c'est un peu votre anti-sèche, hein, d'une certaine manière. Hein. Vous voyez ce que vous devez faire. Hein. On retrouve assez facilement se loger, se nourrir, consommer, se déplacer, etc. Et vous voyez du coup, pour 2030 puis 2050, le niveau d'effort qu'il faut faire. Et le résumé des orientations, alors c'est super résumé, il va falloir que vous détailliez un peu tout ça sous forme de mesures, mais c'est un peu votre anti-sèche. Alors, justement, le détail, je vais en donner quelques éléments. Cette stratégie nationale bas carbone, on essaie de la décliner dans les politiques et la publique. Et la loi de 2015 a aussi demandé, ça n'existait pas avant, qu'il y ait un acte politique de l'État qui s'appelle la programmation pluriannuelle de l'énergie, qui définit cette période de 10 ans toutes les orientations en matière d'énergie, dont la réduction des émissions de gaz à effet de serre, mais aussi d'autres problèmes d'énergie, comme la maîtrise des prix, la sécurité d'approvisionnement. Donc on ne regarde pas que l'aspect CO2 de l'énergie, on regarde tout l'aspect de l'énergie pour que les choses ne soient pas incompatibles. Et donc là, on traite comment réduire la consommation et comment, dans la consommation qui reste, faire en sorte qu'elle émette moins de CO2. On y a des orientations sectorielles. Donc là, par exemple, sur les bâtiments, l'idée, alors le chiffre pas à prendre avec la virgule, mais d'ici 2030 par rapport à maintenant, c'est en gros un peu moins de 20% de diminution des consommations, mais moins 50% d'émissions de gaz à effet de serre. Ça veut dire aussi changer les énergies que l'on consomme. Il y a un double effet. Consommer moins, changer les énergies de chauffage ou que l'on consomme. On identifie des problèmes. Le rythme aujourd'hui des rénovations n'est pas assez fort, et en nombre et ou en performance, même s'il y a eu des progrès et beaucoup d'actions faites. Mais on a encore aussi beaucoup de chauffage très carboné, y compris parfois dans le neuf. Et on a des problèmes de connaissance. Les bâtiments, il y en a des millions. Et on sait aussi qu'investir est compliqué et peut coûter cher. Donc il y a un certain nombre d'actions qui existent déjà, qui vont évoluer. On a par exemple une réforme du crédit d'impôt pour la transition énergétique qui va plutôt renforcer les aides pour les ménages les plus modestes. Il va y avoir aussi des nouvelles réglementations, par exemple j'ai cité tout à l'heure les bâtiments tertiaires. La loi énergie-climat, dont j'ai évoqué la sortie en novembre, fixera l'objectif de rénovation d'ici 2028 de ce qu'on appelle les passoires thermiques, les logements les plus énergivores. Mais comme je l'ai dit, il ne s'agit pas uniquement de fixer les objectifs. Donc il y a un certain nombre d'aides qui ont été renforcées, comme la conversion des chaudières au fioul. Mais il faut aussi agir sur tout l'écosystème, comme par exemple améliorer ce qu'on appelle le diagnostic de performance énergétique, la qualité des travaux. Un autre exemple, pour ne pas prendre tout le temps, sur les transports, là vous voyez c'est moins 20% de consommation, un peu pareil que sur le bâtiment.
mais seulement moins 30% d'émissions de gaz à effet de serre, ce qu'on pense faisable de faire si on pousse vraiment bien, quoi. Bon, ça veut dire quand même que, évidemment, en transport, on restera, même on va pas pouvoir passer tout d'essence et gasoil à carburant sans carbone. On n'atteint pas moins 50%. Les questions, c'est qu'on a encore des croissances fortes de demande en transport, qu'on pensait qu'on pouvait avoir des reports modaux de la voiture, du poids lourd, de l'aviation vers des modes moins émetteurs. C'est moins. Que l'amélioration de l'efficacité des véhicules, malgré les réglementations européennes, n'a pas encore été assez forte. On pensait aussi dans notre trajectoire qu'on arriverait à développer le gaz dans les poids lourds qui émet moins que le gasoil. Ça ne s'est pas fait et qu'on n'a pas toujours les bonnes incitations. Alors, il y a un bon nombre d'actions qui sont mises en place, qui sont accélérées, doivent l'être. Il faut, par exemple, concrètement, si on arrive à trouver des moyens pour que le covoiturage se développe plus, et il y a un certain nombre d'actions en cours. De même, il y a un plan vélo que Elisabeth Borne a lancé et qui trouve des traductions dans des aides financières, dans des évolutions réglementaires, etc. L'idée est de multiplier, je pense, d'ici 2030, de mémoire, par 4 les déplacements en vélo. Et ça gagnera. Pour le coup, là, c'est quelque chose qui commence à bien marcher vu le nombre de projets que l'on a. J'ai cité la politique tout à l'heure des aides véhicules électriques, je ne la redéveloppe pas. Et les orientations aussi, c'est qu'il va falloir trouver des moyens, entre autres par la fiscalité, d'orienter plus certains modes de transport vers des pratiques moins émissives. Alors, on va passer aux collectivités territoriales. Vous voyez dans le diaporama qu'on vous a imprimé, en annexe, Laurent Michel ne va pas les présenter maintenant, mais pour d'autres secteurs, vous avez le même diapo que celle qui vient de vous commenter là, et qui vous permet d'avoir le détail des autres secteurs. Ça vous sera aussi utile, évidemment, pour vos travaux dans les heures qui viennent. Alors, les collectivités territoriales. Voilà, j'ai peur d'avoir dépassé le temps, mais un petit peu, mais c'est important. On ne peut pas ne pas parler des territoires et l'action. C'est parce que, pour deux raisons, la France c'est un État, mais ce sont des régions, des départements, des intercommunalités, des communes qui agissent, et aussi ce sont des politiques qui se passent dans les territoires, dans la vraie vie. Si ce n'est pas approprié et enrichi aussi par l'action territoriale, ça ne se fera pas aussi bien. C'est une réalité. Pourquoi entre autres, les collectivités ont une politique publique? Elles l'ont à la fois dans les compétences, dans ce qu'elles font en direct, mais aussi dans un rôle d'orientation. Sachez qu'il existe des schémas régionaux dits d'aménagement et développement durable et d'équilibre des territoires qui, faits par les conseils régionaux, définissent des orientations sur beaucoup de choses, dont les politiques climat-énergie dans chaque région. Et il existe aussi pour chaque intercommunalité de plus de 20 000 habitants, donc les intercos, comme on dit, les métropoles, mais aussi même dans beaucoup de territoires plus petits, on élabore un plan climat, air, énergie territorial où on définit des orientations. Par ailleurs, les collectivités elles-mêmes, elles sont acteurs. Elles ont un parc de bâtiments, elles gèrent en direct ou par des syndicats mixtes les transports, mais elles peuvent aussi, évidemment, chacune dans leur liberté, avoir des politiques vis-à-vis de leurs habitants, de leurs entreprises, soutien de la rénovation des bâtiments, soutien aux entreprises, et aussi un peu le lien avec l'aménagement du territoire. Si vous faites un aménagement du territoire où vous arrivez à prévoir les transports en commun par rapport à vos zones de développement, si vous avez une politique de transport en commun, de pistes cyclables, ça ne résout pas tout, mais les collectivités ont un rôle aussi, finalement, par beaucoup d'actions et pas seulement sur leurs compétences énergie. Elles font plein de choses. Je rappelle aussi que, bien entendu, elles ont la gestion des déchets. Ça, c'est au niveau des mairies, et les intercommunalités souvent font les réseaux de chaleur qui sont un moyen de faire de la chaleur performante. Ce qui est frappant, c'est le chiffre que vous avez mis en bas de cette diapo. Les 4/5 des actions de la stratégie nationale bas carbone ne peuvent avoir lieu que si les collectivités locales et l'État, et j'imagine bien d'autres acteurs, travaillent ensemble. C'est pas... Oui, alors c'est plus illustratif qu'un calcul, mais c'est à contrario des choses comme la réglementation de l'aviation au niveau européen
ou des grandes industries, ça ne nécessite pas spécialement que dans chaque territoire, on s'en occupe à part. Mais le reste, on aura beau s'époumoner à Paris pour dire faisons des transports en commun, ça marche pas, ça marche pas tout seul. Quelques exemples maintenant. Alors dire aussi que ce que l'on voit, c'est bon, bien entendu, il y a les actions un peu obligatoires de chaque collectivité que j'ai évoquées, mais aussi une prise en compte et des initiatives. Par exemple, dans les territoires, il y a eu faut pas croire qu'il y en ait que là où j'ai dit, où écrit, mais Rouen-Normandie ou en Bretagne-Brescope, il y a eu des actions où tous les acteurs de territoire ont été rassemblés pour lancer des actions et sensibiliser les populations. On peut citer aussi un plan local d'urbanisme facteur 4 à Brest Métropole, donc, qui vise à diviser par 4 les émissions de gaz à effet de serre sur Brest Métropole, avec des actions de transport en commun, de renouvellement urbain, de limiter l'extension urbaine pour que les transports consomment moins, mais clairement que ceux qui ne sont ni bretons ni normands ne croient pas qu'il y a aussi plein d'actions partout. Est-ce qu'il n'y a que l'ouest de la France qui s'intéresse à ça? Non, c'est qu'il y a juste 3 lignes sur le transparent. Et puis on voit aussi que les collectivités se réunissent un peu sur toute la France en faisant des initiatives pour partager leurs initiatives pour que ça se développe. Et voilà. Et donc après, mais donc pour dire, vous l'avez dans vos documents, ce que j'ai parcouru très vite sur bâtiments et transports, on l'a mis aussi sur agriculture, déchets, industrie, etc. Merci.